Bonjour à tous. Je m'appelle Igor. J'aide Franck à essayer de faire en sorte que ce meet-up soit réussi, comme les deux premiers. Aujourd'hui, Frédéric Dembach nous fait l'honneur de nous accueillir ici à Dojo Events. Je pense que nous viendrons aussi au prochain. Et donc, on va voir comment est-ce que ce groupe grandit ou pas, selon les différentes interventions. Aujourd'hui, nous allons avoir deux talks intéressants d'utilisation de une boîte à outils Scikit-learn qui permet en fait de faire du machine learning et donc une application après de tout ce qui est IRM fonctionnel et essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans le cerveau à partir du moment où on a ces données. En regardant un peu la liste des gens, alors on ne sait pas qui est ici et qui n'est pas ici, mais on s'aperçoit en fait qu'il y a réellement deux populations. Il y a des gens qui sont extrêmement débutants, qui n'ont jamais entendu réellement parler de machine learning à part peut-être du bouche à oreille. Et puis il y a des gens qui sont absolument experts et qui font ça toute leur vie, qui ont fait ça toute leur vie depuis qu'ils sont sortis de leurs études. Et donc ces deux populations qui sont très intéressantes, mais qui demandent à ce qu'à un moment ou un autre, elles puissent se parler. D'où l'intérêt d'essayer de faire une petite présentation ici, qui n'a rien de très professionnel, réellement, mais qui essaie de donner une sorte de vol d'oiseau de ce qui se passe. Voilà, je suis sûr que les professionnels... du machine learning. Pardon ? Un overview du machine learning. Un overview du machine learning. Est-ce que quelqu'un a besoin qu'on parle anglais? Est-ce qu'il y a une majorité d'anglophones ici? Non? Très bien. Pardon? C'est vrai que j'aurais pu demander. Everybody speaks English and can understand a word I said? Okay. I could understand a bit. Oh, okay. All right. I'm going to try to speak like real slow, and but everything is in English here. Okay. So then again, you can begin to speak French after hearing what I'm saying and what I'm writing here. Donc je crois qu'on fait une présentation de tout le monde. Qui était venu déjà aux deux premiers meet-up? Vous pouvez lever le doigt. D'accord. Ok, merci. Est-ce que tout le monde voit ici quand je suis ici ou est-ce qu'il faut que je me déplace là-bas? Non, c'est bon? Encore un peu quand même. Guillaume fait un enregistrement de ce talk, donc à un moment ou un autre on va pouvoir le mettre sur l'interweb pour que vous puissiez le regarder plusieurs fois et que vous soyez convaincus qu'il faille revenir ici et puis échanger avec les autres et faire en sorte que cette communauté grandisse. Donc le logo, cette image représente en fait le premier robot programmable au monde. Je ne sais pas si vous le savez, mais il est juste à côté ici, il est au CNAM. Il a été fait par Vaucanson en 1740. C'est un robot qui permet de faire, en fait, c'est un métier à tisser, qui est absolument automatique et qui marche avec des cartes perforées. Cet élément a été détruit, n'a jamais eu d'utilisation après, puisque les gens se sont aperçus que le seul moyen de faire marcher la machine, c'était d'être comme les ânes, de faire marcher la machine, mais de ne pas avoir d'intelligence dedans. Le métier jacquard qui vient en 1800, qui devient un phénomène et qui change un peu une partie de la révolution industrielle qui commence dans les années 1800-1820, est en fait une machine qui est beaucoup moins évoluée et qui remet l'homme au milieu de ce processus. Donc, il y a beaucoup d'allégories qui viennent avec cette image, qui me semble intéressante. Alors, une chose que Franck et moi avons discuté, qui semble assez évidente, mais qui n'est pas dite souvent,
c'est que pour certaines raisons, beaucoup de gens utilisent le mot machine learning pour dire des choses qui ne sont pas réellement exactement celles qui devraient être. En particulier, beaucoup de gens parlent de machine learning et de big data en même temps. C'est pas exactement la même chose. Donc j'ai fait une sorte de petit listing de trucs qu'on avait vus. Ce n'est pas parce qu'on utilise un certain outillage qu'on fait du machine learning. Ce n'est pas parce qu'on utilise certains frameworks qu'on fait du machine learning. Ce n'est pas parce qu'on fait du comprehensive sensing qu'on fait du machine learning. D'accord ? Il y a beaucoup de gens qui parlent du machine learning en essayant de vous proposer une solution, toute technique, qui est techno, alors qu'en fait, ce qu'on arrive à voir depuis les dernières années, c'est qu'il y a réellement une vie de ces algorithmes qui deviennent de plus en plus performants, pas parce qu'ils marchent plus vite, pas parce que les ordinateurs vont plus vite, ça a un petit peu être le cas, mais aussi parce que les algorithmes eux-mêmes changent. Donc, pour ceux qui ne sont pas professionnels, la définition de Wikipédia, c'est réellement, ça comprend, c'est réellement la construction et l'étude des algorithmes et surtout des systèmes qui permettent d'apprendre à partir de données, qu'elles soient grandes ou petites. La chose qui revient souvent, c'est l'intelligence artificielle, qui est un peu le machine learning d'une certaine manière. On en a tous entendu parler, au moins pour ceux qui sont un peu plus vieux un peu plus jeunes que moi en tout cas. Et en particulier, on a tous entendu le fait que toutes ces histoires d'intelligence artificielle se sont arrêtées dans les années 90-95, tout simplement parce que on a survendu l'idée et que réellement rien n'en est jamais sorti. En particulier, le département de la défense américain n'a plus mis d'argent dans ce genre de festivités pendant une dizaine, voire même une quinzaine d'années. Donc, avant, on avait ces choses-là, plein de mots, en fait, mais ça, c'était avant. Et en fait, on retrouve maintenant, dans le machine learning, à peu près les mêmes concepts, et on s'aperçoit, en fait, que quand on regarde un peu dans le sous-jacent à tout ça, on s'aperçoit que ces algorithmes, que ces idées-là, étaient peut-être nées un peu trop vite. Et en particulier, la raison pour laquelle elles étaient nées trop vite, c'est que les ordinateurs en particulier n'étaient pas assez rapides. Et donc, ce qui nous arrive réellement, c'est qu'il y a plein de bonnes idées qui ont éclos en 85-90, mais les machines ne suivaient pas. Et la raison pour laquelle on en parle maintenant, c'est que, en suivant la loi de Moore, qui nous permet à peu près les 18 mois, en fait, avoir un doublement de la capacité des ordinateurs, à réellement faire en sorte que les idées qu'on avait il y a en 85-90 puissent maintenant puissent être un peu dans la vérité, c'est-à-dire donner de bons résultats. Mais au-delà de ça, en fait, ce qui nous arrive, c'est qu'il y a un autre phénomène que tout le monde connaît, c'est ces histoires de big data. Mais en particulier, je voulais vous montrer la deuxième courbe qui est en train de nous arriver dans la figure, qui n'est pas réellement bien comprise du grand public ou même du public un peu spécialisé. Si vous regardez à peu près le coût par génome du séquençage génétique, on s'aperçoit en fait que la courbe pour séquencer le génome de chacun d'entre nous et des dizaines de microbes que nous avons, va en fait plus vite que la courbe de Moore. Et donc, très vite, nous allons avoir non seulement un tsunami qui vient directement du fait qu'on a des big data qui viennent de tout et n'importe où, mais aussi maintenant, on a des données qui sont génomiques et qui sont un double tsunami qui nous arrive dans la figure. Ce qui s'est passé aussi pendant ces 15 ans, c'est que les gens ne se sont pas simplement tournés les pouces, ils ont aussi développé des algorithmes et surtout, il y a un nouveau type de mathématiques qui est arrivé. Et ça, c'est très important pour comprendre le fait que certains algorithmes maintenant sont regardés. C'est pas parce qu'ils vont plus vite, parce que les ordinateurs vont plus vite, qu'on est maintenant marié à ce genre d'idée. Mais c'est surtout aussi qu'on a compris certaines choses en maths dans les années 90, 95, voire 2000, qui nous permettent maintenant de dire que certaines choses qui existaient et qui étaient empiriques et qui étaient un peu difficiles à faire confiance, maintenant ont réellement une réalité mathématique qui fait qu'il y a une forte chance qu'elles soient bonnes.
Donc quand on parlait de réseaux neuronaux et qu'on parlait de beaucoup de paramètres et de la difficulté à essayer de comprendre tout ça, maintenant on a des outils mathématiques qui nous permettent en fait de comprendre comment certains de ces paramètres peuvent être utilisés. Et puis surtout, c'est bien les maths, c'est bien la loi de Moore, c'est bien le séquençage génétique, mais tout ça c'est rien du tout si vous n'arrivez pas à convaincre les gens qui ont de l'argent. Et si vous arrivez à convaincre les gens qui ont de l'argent, à ce moment-là, il y a peut-être une révolution qui revient. Et cette révolution, elle est venue entre 2004 et 2008. Moi, j'estime avec ces deux événements qui sont le DARPA Grand Challenge et le Netflix Prize. 2004, c'est donc un an après l'invasion d'Irak. C'est essentiel pour le département de défense américain de faire en sorte que le ravitaillement des soldats qui sont à Bagdad ne se fasse pas avec les dizaines de morts qu'ils ont par semaine. Le plus grand nombre de fatalités des soldats pendant la première année en Irak vient du fait que le ravitaillement ne se fait pas bien. Les routes sont en mauvais état et les gens meurent simplement en essayant de ravitailler en essence le pays. D'où l'idée d'essayer de construire une armada réellement de robots intelligents pour aller d'un point à un autre sans réellement qu'il y ait d'intervention humaine. Donc DARPA décide à ce moment-là, avec l'aide du Congrès, de mettre $1 million sur un prix et de dire « essayez de résoudre ce problème ». Donc la première année, ça se passe extrêmement mal. À peu près ce qui s'est passé pour la voiture de Caltech, mais c'est encore pire pour Sandstorm, qui était la voiture de CMU, qui, elle, se crache, mais alors de façon assez spectaculaire sur un gros rocher qu'on ne pouvait pas rater vraiment. Donc c'est la limite de notre connaissance en 2004 sur les systèmes autonomes. Pour les décideurs politiques, c'est 15 km. On ne sait pas faire quelque chose qui va dans le désert plus loin que 15 km. 2 ans plus tard, la même course se fait, et à ce moment-là, il y a 6 ou 7 gagnants, dont particulièrement la voiture qui est bleue en haut, qui s'appelle, c'est la voiture de Stanford, qui s'appelle Stanley, merci. Merci Gabriel, qui permet en fait d'arriver, de battre justement la voiture de CMU, donc ça c'est une bonne chose. Et puis surtout, qui montre une chose que personne réellement n'a compris, c'est que il ne faut pas réellement une voiture qui vaut des millions de dollars pour faire ce genre de choses, puisque la 6e voiture est une voiture qui a été faite par des ingénieurs qui ne savaient même pas ce qu'était qu'un filtre de Kalman un an auparavant. Donc, l'énormité de la chose fait que, en 2007, on comprend maintenant qu'on est capable de construire des choses relativement simples, relativement autonomes et qui vont très loin. Vous commencez maintenant à être capable de prendre de l'argent des décideurs politiques et militaires. Netflix, c'est une autre paire de manches. C'est réellement une compagnie qui, je ne sais pas si vous connaissez tous à peu près le système, c'est réellement essayer de louer des films en vidéo à la demande, en fait. Réellement, c'est à peu près ça. Au départ, ça se fait par DVD qu'on envoie à la poste. Et la grosse différence, c'est que par rapport à Blockbuster, vous n'avez pas à payer de prime si vous renvoyez votre film en retard. Donc, ce qui fait son succès initial. Au bout de quelques temps, il décide de faire en sorte qu'une partie du fait que les gens continuent à prendre des films, c'est que justement, on leur propose tous les mois, ou à chaque fois qu'on envoie des films chez eux, on leur dit, est-ce qu'il y a d'autres films que vous voudriez avoir? Vous cochez les cases, et à ce moment-là, vous avez une sorte de profil pour chacun des utilisateurs de ce qu'ils aiment. Et maintenant, ils ont cette très grande matrice d'à peu près 17 millions d'entrées. Et ils ne savent pas réellement la remplir, c'est-à-dire que d'une certaine manière, la personne bêta aura été capable de donner des notes à chacun des films qu'il a vus, mais comme il n'en a vu que 3 ou 10, n'est pas réellement capable de dire quels sont les autres films qu'il aime. Netflix essaie de mettre un algorithme en place pour faire en sorte qu'on puisse savoir un peu à l'avance réellement ce que seront les goûts des gens par rapport à ce que les autres personnes ont vu. Et bon, il y a beaucoup de considérations qui viennent avec ça. Netflix propose donc $1 million pour résoudre ce problème. Ce problème est à peu près résolu 2 ou 3 ans plus tard. Je ne me rappelle plus exactement. Et donc on commence à voir maintenant qu'il y a une sorte de réalité dans tous ces systèmes de recommandation, sans avoir
cette idée comme quoi il fallait une intervention humaine pour essayer de générer ces données qui étaient manquantes. Une autre chose qui est assez spectaculaire, c'est Kaggle, qui est un système de mise en place de petits concours, un peu comme la Netflix, mais qui maintenant fait une partie de son business en essayant de faire en sorte que, d'un côté, il demande à des industriels de mettre en place des données qu'ils ont, et il demande à des utilisateurs dans le monde entier de faire en sorte d'avoir une possibilité de prévision par rapport à une certaine métrique. Et ce qu'on s'aperçoit en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui essayent ces concours-là. Il y a beaucoup de gens qui essayent des modèles très différents sur différents types de données. Et ça, c'est assez spectaculaire parce que, à la différence de ce qui se passait auparavant, on a toujours eu dans les publications des comparaisons entre un modèle ou un autre ici. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que réellement, on a une compétition d'un grand nombre de modèles avec la possibilité réelle maintenant de voir quels sont les modèles qui sont mieux faits pour un certain type de données plutôt que d'autres. Alors ça, c'est assez exceptionnel puisque on s'aperçoit que des algorithmes comme Random Forest, par exemple, marchent bien pour un certain type de données plutôt que pour d'autres. Quels sont les exemples? Donc pour les gens qui n'ont jamais vu toutes ces choses, donc on a fait une liste avec Franck de ce qui nous semblait assez évident de systèmes qui ont été mis en marche, qui utilisent tous ces systèmes qui apprennent des données, qui essaient de prévoir les choses qui manquent. Donc vous passez du search engine, donc en particulier Google qui donc prend toutes les données du web pour essayer de voir réellement quelles sont les pages intéressantes. Donc ça c'est un des premiers algorithmes qui a réellement eu un succès énorme. Mais vous voyez en fait qu'on peut aller très très loin, en particulier Learning Analytics qui est maintenant en train de grandir, réellement la capacité pour ces systèmes maintenant d'essayer de comprendre où les élèves arrivent à comprendre les problèmes ou pas, quelles sont les lacunes non seulement au niveau des idées, mais aussi au niveau de l'implémentation de certaines idées. Je pense qu'il y a pas beaucoup d'autres. Donc là, je vous parlais en fait de cette capacité de Kaggle d'être capable de mettre une sorte de comment dirais-je, de montrer en fait certaines choses. Disons que dans le jeu de données de Netflix, on s'aperçoit qu'il y a un certain type d'algorithme qui marche mieux que les autres, en particulier la SVD qui se trouve par ici. Mais les gens qui ont gagné n'ont pas fait la SVD, ils ont fait un peu mieux que la SVD. Il se trouve qu'à la fin, Netflix n'a pas utilisé la SVD, n'a pas utilisé l'algorithme qui a gagné, mais a utilisé un algorithme beaucoup plus simple, parce que l'algorithme qui a gagné était beaucoup trop compliqué à mettre en place. Mais le fait d'être simplement un peu plus à gauche leur permettait d'avoir de meilleurs résultats, quitte à avoir une simplicité dans leur système. Donc, pourquoi ces meet-ups? Donc, réellement, il y a des choses qui me semblent évidentes, mais peut-être que j'en souffre. Cette science est extrêmement nouvelle, d'une certaine manière, et même les experts, j'irais même très loin à dire que tout le monde souffre d'une manière ou d'une autre du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'il n'y a réellement pas de bonne raison de comprendre pourquoi certains types de données marchent mieux avec certains modèles. Et donc, de vendre certaines fois simplement un type de modèle pour toutes les données n'est peut-être pas réellement très justifié. Il y a fort à penser qu'un système du genre de Kaggle sera peut-être le meilleur moyen de faire en sorte de comprendre réellement comment pour vos données certains types d'algorithmes peuvent réellement vous aider, plutôt que simplement avoir une solution clé en main. Donc, pour les expérimenter pour ces meet-up, c'est une partie, c'est essayer d'apprendre un peu plus ce qui se passe dans d'autres métiers qui sont un peu connexes, et surtout d'avoir une meilleure connaissance des avancées algorithmiques. Et Franck et moi pensons qu'il faut maintenant avoir une sorte de développement de la culture de non seulement la donnée, Big Data, mais surtout réellement la compréhension de ces algorithmes pour mieux gérer ces données.
et peut-être mieux, peut-être en particulier des données plutôt franco-françaises que des données qui sont peut-être générées autre part. Peut-être qu'il y a des spécificités ici que nous n'avons pas dans d'autres pays. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Une spécificité au niveau des données. Pardon? Une spécificité au niveau des données. Oui, oui. J'avais la même question. De quel ordre? Alors, c'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a une question? Biais local. Voilà. Est-ce qu'il y a un biais local? Par exemple, on imagine que par exemple on ait des données par exemple de l'INSEE. Est-ce qu'on est sûr que ce sont des données brutes ou des données qui ont eu une sorte de biais parce qu'elles ont été remaniées d'une certaine manière? Bon, la question c'est réellement est-ce qu'il y a un biais spécifique à ce type de données plutôt qu'à d'autres qui viennent d'autres pays qui sont peut-être plus brutes qu'autre part. L'influence de la culture aussi. Peut-être que voilà, peut-être qu'on n'a pas pris les bonnes données, peut-être qu'on a pris d'autres types de paramètres dans ces données plutôt que dans d'autres endroits. Mais j'essaie pas d'être spécifique. Simplement, j'aimais l'idée comme quoi en fait, il y a peut-être des spécificités qui sont locales, qui n'ont rien à voir avec d'autres choses qui se passent un peu partout. D'autres questions? Bon. Gaël? Ok. Merci. Dor. Donc Gaël, il va nous faire une introduction sur scikit-learn, l'utilisation de scikit-learn en fait en machine learning. Scikit-learn étant une librairie open source dont beaucoup de développeurs de scikit-learn sont présents ce soir. Peut-être Olivier, si tu veux. Olivier, qui est un des contributeurs principaux de scikit-learn, qui est présent, vas-y. Oui, allez Léo. Sois pas timide. Hein. Voilà. C'est vrai. Ouais. Et Alex, qui est ici. Donc on est 4 ce soir. On est pas mal. Et c'est un concurrent de MATLAB en fait. Et c'est open source. Il faut insister sur le fait. Non, on va peut-être pas rentrer dans ce sujet. Ouais, enfin, je veux dire, c'est quelque chose de très sérieux et c'est une librairie qui est très plaisante à utiliser. Quoi. On est là pour contrôler le monde, hein. C'est ça le but. C'est une étape préliminaire. Merci de l'introduction et merci de l'invitation. Donc, en fait, je ne savais pas trop à quel niveau placer la présentation, donc je pense qu'il y a certaines personnes qui vont se faire chier et d'autres qui ne comprendront pas tout. Voilà, c'est comme ça. Donc effectivement, on est 4 développeurs ici, hein, donc Olivier, Gabriel, Alex et moi. Et la raison pour laquelle je le souligne, c'est pour plusieurs raisons. Il y en a une, c'est que c'est un effort collaboratif, il y a énormément de monde qui travaille là-dessus. Et l'autre, c'est que je pense qu'une rencontre comme ça, le but c'est d'avoir une discussion. Les transparents, ils sont juste là pour lancer la discussion. Donc on est 4, donc ça sera plus, si après vous avez des questions à poser, ça fera plus de monde pour répondre. Donc oui, pour me présenter, moi je suis chercheur et je travaille à l'INRIA, donc l'Institut de recherche en informatique, français. Et Alex parlera du type de recherche qu'on fait après, puisqu'on travaille pas mal ensemble. Donc, le scikit-learn, ou plutôt maintenant de nos jours on l'appelle scikit-learn sans le. Le but, c'est de rendre l'apprentissage statistique, le machine learning, accessible à tout le monde. Ce qui veut dire en particulier qu'on ne veut pas avoir de domaine d'application spécifique. Ce qui a des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire que si je fais du machine learning pour le traitement automatique de la langue, je peux concevoir mes algos et mes librairies spécialement là-dessus. L'inconvénient, c'est que je suis dans un domaine plus petit et donc on est moins travaillé sur la librairie. Donc le but, c'était vraiment de ne pas avoir d'hypothèse dans la librairie sur le domaine d'application et aussi de ne pas demander tellement de prérequis en machine learning. Donc le but, c'est que cette librairie, avec la librairie et la documentation, soit utilisable par un maximum de monde. On veut vraiment mettre l'accent sur la qualité au sens logiciel. Donc on reviendra là-dessus, mais de ce côté-là, on va se différencier de certains outils purement académiques qui, on va dire, vont pas forcément avoir autant de tests unitaires, testés sur autant de plateformes. Donc il y a un certain travail de ce côté-là.
Et dans la logique, donc une librairie de qualité, on pense aussi, on passe pas mal de temps à penser aux API, à l'interface utilisateur, au sens interface de programmation, on n'a pas d'interface graphique, et donc au design logiciel qui va avec. Et finalement, quelque chose qui était critique pour nous quand on a lancé le projet, c'était d'avoir un développement communautaire. On ne veut pas que ce soit la librairie de l'INRIA, la librairie de Télécom, parce qu'Alex bosse à Télécom. On veut quelque chose qui est au maximum développé par plein de gens différents. Déjà parce qu'on ira plus loin, et ensuite parce qu'on a chacun nos manies, nos tics, et si on travaille ensemble, on va obtenir une meilleure qualité. D'un point de vue philosophique, moi ça fait quelques temps que je fais du logiciel et je suis devenu de plus en plus philosophique au fur et à mesure que je vieillis, ça arrive. Quelque chose qui est très important pour moi, c'est de privilégier la simplicité. Alors c'est toujours un compromis, mais il y a des problèmes qu'on ne va pas chercher à résoudre. Parce que grosso modo, on n'a pas de bonne réponse. Donc plutôt que vous donner une mauvaise réponse qui sera foireuse, qui nous prendra plein de temps et qui, au final qui marchera qu'à moitié, on ne va pas résoudre tous les problèmes. On va limiter le champ d'application, le scope de la librairie. Donc j'ai parlé de la facilité d'utilisation, c'est important pour nous. Ce que ça veut dire, c'est qu'on met énormément d'efforts sur la documentation. Donc ça, vous pouvez aller voir sur le site web. Bien entendu, elle n'est pas parfaite. Hein. En fait, on est tous conscients que le projet a plein de problèmes, mais pense quand même que la documentation est parmi l'une des meilleures. La raison pour laquelle je dis que le projet a plein de problèmes, c'est que vous pouvez nous aider en les réglant. Autre chose qui est très important, en tout cas pour moi, c'est la facilité de débugage. Et comme d'habitude, c'est un compromis. C'est-à-dire que quand le truc vous plantonnez parce que vous avez mis des données dedans qui n'ont pas de sens, parce que vous utilisez une librairie qui ne marche pas en calcul parallèle quand vous avez compilé d'une certaine manière, enfin, c'est pas toujours amusant. On a peut-être des messages d'erreur qui ne veulent rien dire, une seg fault ou quelque chose comme ça. Mais c'est quand même une priorité, ce qui revient au point numéro 1, keep it simple. De l'efficacité numérique. On veut que les algorithmes tournent vite, tournent sur des grosses données. Mais revenir aussi au point 1, si pour gagner 10% de temps de calcul, on est conduit à augmenter énormément la complexité du code, on ne va pas le faire. C'est un compromis d'engineering assez classique. Et un petit détail, c'est qu'on voulait limiter les dépendances parce que on veut que le truc soit facile à installer pour qu'il puisse être utilisé en production, pour qu'il puisse être testé facilement. Donc ça aussi, ça contraint le design. Point de vue technologique, moi, comme mon t-shirt le montre, je fais du Python. Donc pourquoi un choix de Python? Donc Python, c'est un langage de programmation qui est au niveau. On ne fait pas de la gestion manuelle de mémoire, on n'a pas à typer les objets. Il est utilisable en mode interactif et ça c'est très important pour nous parce que l'interaction avec les données c'est quelque chose qui permet de mieux les comprendre. Il est facile à débugger avec un débuggeur interactif, des traceback qui ont tendance à vouloir dire quelque chose. Et quelque chose qui est important pour moi aussi, c'est qu'il est d'application générale, general purpose en anglais. Donc pas comme R, pas comme MATLAB. Moi j'ai fait du MATLAB avant. Ça a plein d'énormes avantages MATLAB et R. Mais bon, on voudrait pouvoir brancher un serveur web là-dessus, on voudrait pouvoir contrôler une expérience de physique, on voudrait pouvoir analyser des données qui sortent d'une IRM. Et plus on utilise des technos spécialisés, plus elles vont être très très bonnes dans quelque chose et moins bonnes dans le reste. Puis bon, une raison pour utiliser Python qui est très pragmatique, c'est que de nos jours, il y a un écosystème extrêmement dynamique, aussi bien en web, en texte, que en scientifique. Et donc ça m'amène à d'autres choix technologiques, et qui est qu'on va absolument s'appuyer sur l'écosystème de Python scientifique. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Donc il y a deux packages clés sur lesquels on s'appuie, c'est NumPy et SciPy. Donc à eux deux, en gros, ils nous fournissent un ensemble d'outils de calcul scientifique, donc du calcul numérique, de l'algèbre linéaire, de l'algorithme sur graphe, de l'optimisation, énormément de choses, de l'interpolation. Et donc ça, c'est NumPy et SciPy ensemble.
Ça prend quelques temps à apprendre à les connaître, bien sûr. Mais en particulier, notre structure de données de base, c'est le ND Array, Array NumPy, qu'on voit pas mal comme un conteneur de données universel du moment que les données sont structurées. J'exagère un peu en disant ça, c'est-à-dire qu'il faut de temps en temps donner un peu de mal pour mettre les données dans un tableau NumPy. Mais l'avantage, c'est qu'une fois qu'elles sont dedans, eh ben, on peut utiliser énormément d'algorithmes dans le scikit-learn ou ailleurs de façon universelle. Donc quand on ne vient pas du monde numérique et scientifique, ça paraît un peu bizarre, c'est un truc de plus à apprendre. Et puis, il a son jargon. C'est un coût, mais je pense que c'est sacrément un gain. Et c'est ce qui nous permet de limiter au maximum le code compilé qu'on fait. C'est que c'est aussi une structure de données qui permet d'utiliser des algorithmes très efficaces qui sont déjà implémentés. Donc, s'il y a beaucoup de monde qui vient de la communauté traditionnelle data, moi, il y a un message que j'aurais à donner, c'est que les outils des sciences numériques, de la recherche, de la simulation numérique sont peut-être pas assez utilisés dans la communauté data et que plus on va vouloir faire du machine learning, autrement dit, ma vision du machine learning, c'est des statistiques sur beaucoup de données et souvent en grande dimension, et ben plus en fait on va avoir intérêt à les piocher dans ces outils-là, qui ont leurs inconvénients, ils ne sont pas toujours bien documentés, ils sont un peu baroques, mais d'un autre côté, il y a 40 ans de travail là-dedans, facile 40 ans. Donc j'ai parlé de performance, donc ça c'est des résultats qui sont un peu vieux, en fait ça date de 2011, mais en 2011 on avait fait une comparaison un petit peu sérieuse de scikit-learn avec d'autres packages de machine learning qui sont soit en Python, soit exposés en Python. Donc ce qu'on montre là, c'est des temps de calcul en secondes, donc sur des jeux de données. Bon, on a pris des jeux de données qui étaient suffisamment petits pour que ça tienne en mémoire et que tout tourne dessus, et suffisamment grands pour qu'on voit des différences. Bon, là-dedans, honnêtement, il y a des librairies qui sont des jouets, qui sont vraiment pas des trucs sérieux. Puis il y a des trucs qui sont un petit peu plus sérieux, par exemple Shogun. Et ce qu'on voit très clairement, c'est qu'on n'est pas les meilleurs sur tout. C'est pas forcément notre but. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on se débrouille pas mal. On est parmi les plus rapides sur tout. Et ça, c'est vraiment un choix qu'on a, c'est de couvrir en largeur plutôt que d'optimiser à mort certains trucs. Donc il y en a qui ne sont pas implémentés et d'autres qui n'ont pas convergé. Donc d'un point de vue stratégique, on privilégie toujours l'optimisation algorithmique et pas à bas niveau. Et puis si ça vous intéresse, d'un point de vue technique, souvent, faut minimiser les copies de données. Et ça devient de plus en plus important au fur et à mesure que le volume de données augmente. Alors, un petit peu de code. Je vais vous montrer un petit peu de code vraiment de base, de comment est-ce qu'on l'utilise. Donc on a un concept central qui est celui de ce qu'on appelle l'estimateur ou le modèle ou le learner. On l'appelle estimateur parce que à l'origine, ceux qui ont commencé à travailler sur la librairie avait un biais de stateux. Mais bon, c'est l'objet central. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il est instancié sans les données. Donc on instancie un modèle, un estimateur, en spécifiant ses paramètres. Donc on a un objet qui sait apprendre et peut-être prédire, mais il n'a pas touché des données. Donc ça c'est un exemple. J'importe, donc c'est du Python, donc on importe, j'importe de sklearn, c'est le petit nom de scikit-learn dans le code, l'algorithme des plus proches voisins, des cas plus proches voisins, k-nearest neighbor, et puis après j'instancie donc cet estimateur en disant que je veux prendre des cas plus proches voisins avec deux voisins. Voilà, donc c'est assez explicite comme code. Une fois qu'on l'a, on peut l'entraîner sur des données, et donc on a une méthode fit à laquelle on donne nos données. Comment est-ce qu'on présente nos données? Donc, quand c'est de l'apprentissage supervisé, ça va être deux tableaux de données, X et Y. Y étant la variable qu'on va vouloir prédire, et donc ça peut être une variable catégorielle, donc une catégorie d'objets qu'on va idéalement représenter comme un tableau d'entier. 1, 2, 3. Je vais prédire si mon objet est 1, 2, 3. Et X, c'est donc les données, et donc c'est un tableau numérique, NumPy, de forme, donc c'est un tableau 2D, le nombre d'observations par le nombre de descripteurs. Voilà, ça c'est l'objet de base avec lequel on travaille. Donc on a fit, X, Y. Les difficultés, par exemple, ça va être de mettre ces données dans cette forme-là. J'en reparlerai un tout petit peu, mais il y a pas mal de savoir-faire métier qui vient là-dedans. Une fois qu'on a notre objet estimateur, qu'il est entraîné, qu'il est fité, on peut prédire. Par exemple, si on fait de la classification, on prédit la classe d'un objet, ou si on fait de la régression, on prédit une variable continue, comme l'âge du capitaine.
et ben suffit qu'on donne des nouvelles données X test qu'on n'a pas vues, et ça va nous prédire un Y. D'accord? Donc on a appris le lien entre X et Y pendant l'entraînement, et puis pendant le test, ben, on le prédit. Là, c'est un type d'estimateur. Il y a des estimateurs qui savent transformer les données, par exemple faire de la réduction de dimension, filtrer, et donc là, ils implémentent la méthode transform. Et donc, on donne X à transform, et puis il nous renvoie un autre X qui peut être plus petit, qu'on va utiliser pour faire autre chose, ou qui peut être plus grand, si on a transformé pour rajouter des combinaisons non linéaires de features, de descripteurs. On peut avoir une méthode score qui sait juger la vraisemblance, par exemple, d'un estimateur, par exemple pour faire de l'estimation de densité ou pour tester si des estimateurs marchent bien. Donc ça peut être score de X ou score de XY. Et finalement, autre chose qui est dans le domaine de l'apprentissage, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle de l'estimation en ligne, donc en utilisant sur certains estimateurs. Bien sûr, tous les estimateurs n'implémentent pas toutes ces méthodes, ça dépend du modèle statistique qu'il y a derrière. Donc sur certains estimateurs, on peut faire du partial fit. Donc partial fit, l'idée c'est qu'on va donner des données au fur et à mesure à l'estimateur, et puis lui, il va continuer à apprendre. Donc si j'ai le temps, je reviendrai là-dessus. Alors, quelque chose d'important, c'est comment est-ce qu'on passe de nos données brutes applicatives à la matrice X qui nous intéresse. Et donc souvent on appelle ça la vectorisation. Donc un exemple, c'est le texte. Donc on a plein de documents, des strings, et on veut les transformer en cette matrice X 2D avec des flottants dedans. Et donc une manière de faire ça, c'est juste de compter le nombre d'occurrences d'un mot dans chaque document. Donc si on cherche à savoir si les documents parlent de religion ou de politique aux États-Unis, et ben s'il y a Irak, Irak, Irak 3 fois, c'est probablement de la politique, et Jesus, 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 c'est probablement de la religion. Donc on va passer de cet ensemble de strings à la matrice numérique avec ce qu'on va appeler de la vectorisation. Et donc comme on n'est pas spécifique au texte, mais on donne quelques outils de base pour que les gens puissent commencer. On a quelques stratégies de vectorisation. Et donc, on peut importer donc un vectorizer, l'instancier, et puis après, on appelle fit transform. Donc, on pourrait appeler fit puis transform. On appelle fit transform et on passe de document à cette matrice X. D'accord? Donc là, on voit un exemple d'estimateur avec transform. Les fonctionnalités du scikit-learn, je ne vais pas les couvrir toutes, vous pouvez aller voir sur la page web. Mais vite fait, quelques trucs que j'ai pris au hasard. En apprentissage supervisé, on a les arbres de décision, donc Random Forest, Gradient Boosted Tree, qui sont quand même extrêmement à la mode et qui sont vraiment beaucoup utilisés. Donc c'est une équipe, enfin, il y a une équipe belge, beaucoup, et puis un Autrichien qui les ont implémentés. Et, qui travaille vraiment très très bien dessus. On a beaucoup de modèles linéaires, donc sparse, parcimonieux ou non. Et puis on a des bindings sur des implémentations classiques de SVM, des machines à support de vecteurs. En apprentissage non supervisé, on a une tripotée d'algorithmes de clustering, de l'apprentissage de dictionnaire, de la détection d'un outlier. C'est pas du tout exhaustif, hein. Je vous donne quelques idées, la liste exhaustive, elle n'aurait pas de sens. Quelque chose qui est important pour nous, c'est qu'on a ce qu'on appelle en statistique de la sélection de modèles. C'est-à-dire, je vous donne un ensemble d'estimateurs ou je donne un estimateur qui a un paramètre. On va vous aider à choisir le paramètre qui marche bien. Donc, on fait ça par validation croisée. Et donc validation croisée, c'est qu'on va splitter les données en plusieurs bouts et puis on va apprendre sur un bout des données puis on va tester, voir si on prédit bien sur l'autre bout. On a de la logique de validation croisée intégrée au scikit-learn et c'est quelque chose qui est assez important pour nous. Donc, des exemples ici, enfin ça vous dira pas grand chose, j'ai pas le temps de couvrir en détail cette figure, mais c'est un exemple du scikit-learn. Donc en allant sur la page web, vous cliquez, vous avez exactement comment reproduire ce code. En gros, là on doit décider si des points sont rouges ou bleus, et on a deux descripteurs, x1 et x2. Là et là, et l'algorithme en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va prendre une frontière de décision.
D'accord. Donc un algorithme, un estimateur linéaire, il va apprendre une frontière de décision linéaire. Et puis après, il y a une tripotée d'algorithmes, et puis on les a tous lancés sur les données. Et donc on voit les différentes frontières de décision qu'elles apprennent, et ce pour différents algorithmes. C'est illustratif, ça permet d'avoir des intuitions sur comment ça marche. Les vrais problèmes ne seront pas comme ça. J'ai parlé de clustering. Ici, on a des nuages de points. Donc on veut clusterer, donc regrouper ensemble les points qui se ressemblent pour un certain sens de ressembler. Et donc on a créé des exemples avec de la structure différente. Et puis on a jeté tous les algorithmes dessus sans ajuster leurs paramètres. Donc on voit que selon la structure des données, les algorithmes vont se comporter différemment, et il y en a qui vont être plus adaptés à certaines structures que d'autres. Donc ça, c'est intéressant ce genre d'exemple parce que ça permet de développer les intuitions et voir que il n'y a pas un algorithme qui gagne tout le temps. Donc ça, c'est dans la documentation, c'est commenté. On voit ici les temps de calcul, donc ça permet aussi de juger qu'est-ce qui se passe si j'augmente le nombre d'échantillons. Voilà. Ça, c'est mon transparent de conclusion. Après, on va voir si je vous fais une démo live ou pas en fonction du temps. Donc c'est un projet qui est extrêmement dynamique. C'est un peu, pour moi, c'est un peu du rodéo, le développement du scikit-learn, parce qu'il y a plein d'idées qui fusent partout, plein de gens super dynamiques, et en final, on apprend vraiment énormément de choses en participant au projet. Je répète, je pense qu'il est très bien documenté. Allez juger vous-même, corrigez les fautes d'orthographe, les bugs, les endroits où les liens ne sont pas présents. Il nécessite un peu de savoir-faire technique. On vous demande de nous donner les données d'une certaine forme. On vous demande d'apprendre Python, il n'y a pas d'interface graphique. Mine de rien, pour bien l'utiliser, il va falloir comprendre un petit peu comment marchent les algorithmes. Mais mon opinion, c'est que si vous voulez faire du machine learning sur des vrais problèmes, c'est indéniable, vous allez devoir apprendre un petit peu de choses. Quelque chose qui est particulièrement bien si vous avez un problème applicatif, c'est que c'est du code Python. C'est une librairie, il n'a pas d'interface graphique, donc vous allez facilement pouvoir le brancher dans du code Python, dans un framework de code existant. Donc ça, c'est un truc qui est important pour nous. Je me suis noté ici de ne pas oublier de vous dire que je cherche à embaucher un ingénieur, pas pour travailler spécifiquement sur scikit-learn, mais bon, un petit peu dans cette constellation. Et est-ce que il me reste du temps? Oui, 10 minutes, ouais. Alors, dans ce cas-là, je me souvenais plus combien de temps. Ah oui, ça c'est le site. Ah non, oui. Ça n'est pas le site web. Ça te va 10 minutes? Ah oui, oui, non, moi je peux. Les gens qui me connaissent te diront que je peux parler sans m'arrêter. Voilà, donc ça c'est le site web qu'on a refait, qui est très joli, que vous pouvez aller voir. Et juste histoire de vous montrer que je suis sérieux en disant. Donc il y a des tutoriaux aussi, hein, mais que je suis sérieux en disant qu'on a de la bonne doc. Donc ça c'est la table des matières, et moi j'aime bien par exemple la doc de clustering dont je vous ai parlé. J'imagine que c'est trop petit pour que les gens voient, donc je vais agrandir. Voilà, donc on a plein de textes, une image, et quand on clique dessus on va sur le code qui la génère. Tout est généré par du code, donc vous pouvez le reproduire. En dessous, un tableau comparatif qui parle de différentes méthodes et essaie de donner leur pour et leur contre. Et c'est vraiment pas facile d'écrire ce genre de choses parce que le pour et le contre, il dépend du domaine applicatif. Donc on essaie de le mettre dans des termes assez simples. Et puis après, il y a la doc de un peu tout avec les warnings de qu'est-ce qui marche pas où, les exemples, etc. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était un exemple un petit peu compliqué. Là, il va y avoir un petit peu de technique. Et même, en fait, vous n'allez pas tout suivre. Alors, comment est-ce que... Toggle toolbar. Donc ça, c'est l'Ipython Notebook. C'est un truc super chouette pour taper du code et qui s'exécute dans un navigateur web. Donc en fait, ça, c'est exactement un exemple du scikit-learn que j'ai mis dans le notebook Ipython et que j'ai un petit peu, pas beaucoup, simplifié. Et l'intérêt de cet exemple, c'est que on va faire tourner un estimateur sur un gros corpus de texte. On pourrait le faire vraiment très très gros. On n'a pas fait indécemment gros pour des questions de temps. Et donc c'est un exemple qui n'est pas un exemple facile. Il y a beaucoup de code parce que il y a un premier bout de code qui télécharge le jeu de données sur Internet. Donc c'est un jeu de données de... Donc c'est pas moi qui ai écrit l'exemple, donc je ne le connais pas très bien.
ça qui est amusant. Donc c'est un jeu de données d'articles, de journaux qui sont labellisés avec des catégories. Donc on va les télécharger dans un format SGML. On a écrit un lecteur donc en Python avec des librairies qui sont des librairies Python qui n'ont rien à voir avec le scikit-learn. Donc on a écrit un lecteur qui télécharge, qui parse les données et nous les retourne sous la forme, donc voilà, il y a plein de codes, sous la forme où est-ce que je veux ça? Voilà, d'une structure avec un titre, un corps de message et des topics, des sujets du... bon, enfin, il y a des topics là-dedans, vous me croirez, des sujets du document. Et alors, ce qu'on va faire en particulier, c'est qu'on va utiliser l'interface d'apprentissage en ligne, donc apprentissage partiel. Et pour ça, on va utiliser une fonctionnalité de Python qui sont les itérateurs, c'est-à-dire que il va y avoir quelque chose qui ressemble à une liste, mais qui retourne, qui génère ces données au fur et à mesure qu'on les demande. Donc ça existe dans pas mal de langages. Et donc là, ce qu'on a fait, donc là c'est le téléchargeur automatique. Et là, le yield, ben en fait, pour ceux qui font du Python, ça retourne les documents un par un. Donc voilà, donc notre data stream, c'est l'itérateur. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc transformer ces documents texte en des structures de données numériques, des tableaux NumPy. Et donc, on va le faire aussi de façon itérative. Donc, en utilisant le vectorizer, le hashing vectorizer, qui a une particularité, c'est qu'il n'a pas besoin d'être fité sur les données. En fait, le fit, c'est quelque chose qui ne fait rien, c'est que le transform qui marche. Et donc, ça nous permet, en fait, de pouvoir vectoriser les données sans avoir parcouru une première fois. On n'est pas obligé de parcourir une première fois pour apprendre à vectoriser et puis après parcourir une deuxième fois pour vectoriser. On peut directement faire transform des données au fur et à mesure. Donc, à l'instant-ci, avec plein d'arguments magiques dont vous pouvez peut-être deviner ce qu'ils veulent dire, comme des codes erreurs, bah, qu'est-ce qui se passe si on... Ouais. À la base, tu as du texte, et là, tu le transformes dans un NumPy array, qui donc est des données numériques. Voilà, c'est exactement ça. Alors, comment ça marche cette fonction pour du texte En gros, ce que ça fait, c'est que ça regarde quel mot il y a de présent dans le document et ça compte combien de fois il est là. Ça compte le nombre d'instances d'un mot. Voilà, en gros. Et comment je vois quel mot correspond à tel nom? Alors, ça c'est une question. Bon, une particularité de ce hashing vectorizer, c'est que si on voulait vraiment bâtir un dictionnaire de tous les mots présents dans tout le corpus, on serait obligé de parcourir le corpus une première fois pour avoir tous les mots présents, puis après parcourir le corpus une deuxième fois pour compter. Donc le hashing vectorizer, il ne fait pas ça. Il va prendre un hash au sens fonction de hachage des mots. Et donc le problème, c'est qu'effectivement, on perd cette correspondance. On a projeté les mots dans un espace, dans une table de hachage, et on perd cette correspondance. Donc là, spécifiquement, celui-là, parce qu'il y en a d'autres, mais celui-là te posera des problèmes pour aller inverser la transformation et regarder quel mot correspond à... Tu vas faire la statistique de tel mot apparaît tant de fois dans tel. Avec celui-là tel quel, non. Il y en a un autre, mais par contre, lui, il va devoir être fité une première fois et puis après transformer. Est-ce qu'il fait un petit traitement de langage naturel spécifique à la langue, les pluriels, les singuliers, choses comme ça? Non, exactement. Ça n'est pas le but du scikit-learn. Donc, donc, typiquement pour ce genre de choses, il faudrait plutôt utiliser un package qui est fait pour faire du traitement automatique de la langue, comme NLTK. Et il se trouve que NLTK, donc, qui est écrit en Python, en fait, a des branchements scikit-learn. Donc, NLTK, c'est utiliser scikit-learn. Donc typiquement là on voit le compromis entre le domaine métier qu'on va mettre dans NLTK. Moi je ne fais pas de traitement automatique de la langue, donc je suis tout à fait incompétent pour faire ça. Et scikit-learn qui va lui être meilleur pour les algos d'apprentissage pur et dur. Et c'est vraiment notre vision. Notre vision c'est que scikit-learn doit être une toolkit générale qui va servir de base à plein de choses. Alex et moi on fait de la neuroimagerie et donc de l'imagerie cérébrale. On développe une toolkit d'imagerie cérébrale pour faire du machine learning. Ça veut dire qu'en fait, en entrée, on pourrait utiliser NLTK à la place de hashing vectorizer et on obtiendrait. Après, on ferait le traitement de la même façon. Donc la remarque, c'est qu'en entrée, on pourrait utiliser NLTK à la place du hashing vectorizer pour transformer les données pour les données à scikit-learn. Et la réponse est oui, absolument. Pas exactement. Ouais. En fait, NLTK n'a pas de notion de tableau de NumPy. Du coup, il va quand même falloir faire un truc qui sort des chiffres. NLTK, il va juste sortir le dictionnaire Python.
Donc il y aura besoin toujours du hashing vectorizer ou d'un truc équivalent. Par contre, c'est possible dans le hashing vectorizer de brancher des fonctions Python arbitraires qui peuvent utiliser NLTK pour personnaliser la manière dont on fait le pré-processing. Par exemple, comment on coupe les phrases, comment on coupe les mots, ou si on tire la ponctuation ou pas, si on extrait des lemmes ou pas, tous ces trucs-là, on peut les faire avec NLTK et utiliser le hashing vectorizer ensemble. Et on peut aussi travailler dans l'autre sens, c'est-à-dire que NLTK a sa propre notion de classifieur de texte et sa propre notion d'extraction de features. Et on peut utiliser NLTK directement et lui dire d'utiliser scikit-learn pour fabriquer le classifieur juste à la fin. Donc on peut, on peut brancher dans un sens ou dans l'autre. On peut tout faire avec NLTK si on veut aussi. Après, Olivier, j'ai une question. NLTK, ça n'a jamais marché sur des gros volumes de données si j'utilise pas de tableau NumPy ou pas. Si ça tient rap, ça tient. Un NumPy, il marche, mais ça reste NumPy. Voilà, donc on voit bien la dualité NLTK, scikit-learn ici, et ils sont complémentaires vraiment. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Bon, enfin, c'est vraiment, enfin, c'est la programmation Python. Ça, c'est essentiellement la programmation Python. Pour la première fois, on voit arriver un NP, donc un NumPy. Mais ça, c'est vraiment la programmation Python. On travaille sur des listes, sur des dictionnaires. On bouge un peu les données. On les massage, comme on dit en anglais. Et ici, on a notre itérateur qui va prendre des ensembles de documents pour les mettre ensemble et faire ce qu'on va appeler un mini batch, un petit ensemble de documents qu'on va donner à notre estimateur. Voilà, et donc on crée quelques structures de données, entre autres quelque chose qui va nous permettre de suivre à quel point est-ce que l'estimateur progresse et est bien capable de prédire des nouveaux documents. Et puis après, ça, c'est la boucle principale. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on importe un modèle linéaire de scikit-learn, en particulier celui qui implémente une descente de gradient stochastique qui permet de faire un apprentissage en ligne, donc partiel. On fait une petite progress bar pour voir que ça avance, parce que on définit la taille du groupe de documents qu'on veut utiliser, et puis après, c'est juste une question de faire une boucle et d'appeler partial fleet sur l'estimateur à chaque fois avec les données. Donc c'est vraiment, on a l'API de base de scikit-learn qu'on a vu. La plupart des trucs jusqu'ici, c'était pas du scikit-learn, c'était vraiment mettre les données dans un format qu'on peut utiliser. Et puis là, on commence à faire du partial fit. Ouais, j'ai vu juste au-dessus la petite phrase là, sur le nombre de positifs. Vous avez des algos qui gèrent des équilibres des données ou pas? Des équilibres. Alors, c'est intéressant, c'est une question qui n'arrête pas de revenir en ce moment sur la Mini. C'est une question que récemment, nous, on a eu au labo. Qui était la question? La question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a des données déséquilibrées? On a beaucoup plus d'instances d'une classe que l'autre. Donc, en fait, moi, j'aurais pas de... Oui, on a des manières de le faire. J'aurais pas de bonne réponse parce que, honnêtement, dans mon travail de recherche, j'ai vraiment pas vu quelque chose qui marchait bien de façon universelle. Non, je disais, est-ce que vous les implémentez? On a implémenté certains trucs. Après, mais le truc, c'est que c'est extrêmement dépendant d'algos. Certains algos sont vraiment pas sensibles à ça, d'autres le sont extrêmement. Donc, on va donner des poids à des instances ou à des classes. Donc, oui, on les a, mais mon expérience, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Hein, vraiment. Et typiquement, sur un problème comme ça, moi, si j'avais vraiment beaucoup de données, je ferais un truc où je créerais artificiellement des mini-batchs équilibrés. Si je devais de toute façon faire un... Mais pour moi, c'est une question, enfin je sais pas ce que tu en penses Alex, mais c'est quand même une question de recherche assez ouverte. Hein. Ça dépend des applications, mais je pense que si vous avez beaucoup de données, le coût de sampler la classe la plus présente, c'est en général pas une mauvaise idée. On peut aussi sampler, virer la classe la plus présente et utiliser les weights pour reweighter les moins présentes. On va mettre la discussion offline, mais sinon, enfin ça c'est un exemple typique de pourquoi est-ce qu'on implémente des trucs de base et on demande aux gens d'avoir leurs compétences métiers. Et donc juste comme le temps s'écoule, que je vous montre in fine quand même ce que ça donne. Donc voilà, il y a la boucle avec le partial fit. Là, on voit le progrès qui s'affiche. Et à la fin, on utilise Matplotlib, donc qui est une librairie de plot d'affichage de données scientifiques, pour afficher les résultats. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fonction du nombre de documents qu'on a processés, et donc en fonction du nombre du temps en fait, la capacité à prédire le sujet d'un nouveau document s'améliore avec le temps. C'est pas surprenant, et après,
on peut faire un compromis là-dedans pour voir où on s'arrête. Et en fonction, on peut l'afficher en fonction du nombre de documents qu'on a regardés ou en fonction du temps. Il y a une relation assez simple de l'un à l'autre. Voilà. Donc ça, la raison pour laquelle je voulais vous montrer cet exemple, c'est que ça vous montre comment est-ce qu'on peut faire de la vectorisation pas tout à fait triviale et aussi attaquer des jeux de données gigantesques parce que là, on n'a pas de problème de mémoire vu qu'on charge les données au fur et à mesure. Donc si on a un peu plus de temps, on peut processer plus de données. Voilà. Donc allez, hop, là, on peut faire un petit peu de big data pour utiliser des buzzwords. Et puis je vais m'arrêter là. Non, très bien. Une question. Est-ce que dans les algos qui sont implémentés, il y a des séries temporelles? Est-ce qu'il y a des algos spécifiques séries temporelles? Non, du tout. En fait, il y a... Donc, en fait, ouais, non, il n'y a pas HM. C'est un mensonge. Non, ouais, donc, comme Alex le fait remarquer, il y a des modèles de Markov, le modèle de mélange de Markov, des HMM. Non, alors il n'y a pas ces trucs-là, mais en plus les HMM, on veut affreusement les virer parce que vraiment ça demande à la fois des compétences qui ne sont pas les compétences cœur du scikit-learn, mais en plus des API qui ne collent pas. Comment est-ce qu'on va exposer cette notion, tu veux ça? Oui. Ça ne sera jamais dans scikit-learn. Non, mais il y a, comment il s'appelle le truc de Lars? Non, mais même de toute manière, il y a plein de... Il y a moyen de faire des réductions de problèmes de prédiction de série temporelle à des problèmes de régression normale. On fait juste de l'extraction de features sur des fenêtres et on fait marcher. Oui, mais il y a aussi un truc... il y a des librairies faites par des développeurs du scikit-learn, mais qu'on fait des librairies spéciales qui implémentent des choses pour ça. Il n'y a pas Struct et puis il y en a un autre. Oui. Il y a des codes qui filent des modèles ARMA en Python. Hein. Après, c'est peut-être pas aussi optimisé qu'on trouve dans d'autres langages, mais il y a plein de trucs. Quoi. Enfin, c'est comme une communauté scientifique, comme le disait Gaël, qui est assez conséquente. Ouais. Ok, je sais pas si ça marche. Non, ça marchera pas. Alors, je prends le relais avec une présentation qui est un peu provocatrice dans le titre. Donc je nuancerai un petit peu le propos. Donc c'est appelé lire dans les pensées avec le scikit-learn. Je ne sais pas si ce qui explique qu'il y a des gens debout qui étaient curieux de savoir à quel point est-ce que c'était du sérieux ou pas. Pour en dire quelques mots sur moi, je suis enseignant-chercheur au département traitement de signal image de Télécom Paris. J'enchaîne du signal, de l'image, de l'apprentissage et mon domaine d'application de recherche, c'est la neuroimagerie fonctionnelle. Donc c'est du processing de données qui sont la résultante d'activités cérébrales. Donc je commence pour vous expliquer comment lire dans les pensées, avec un tout petit peu de background sur les données avec lesquelles on travaille. Donc c'est l'IRM fonctionnel, hein, donc ce qu'on appelle en français IRMF ou en anglais fMRI, donc Functional MRI. L'idée c'est la suivante, c'est que si vous avez des neurones qui sont actifs, ils vont consommer de l'énergie. L'énergie c'est quoi? C'est de l'hémoglobine oxygénée qui arrive et quand elle sort elle est désoxygénée. Il se trouve que les propriétés magnétiques de cette hémoglobine, quand c'est oxygéné ou désoxygéné, c'est pas les mêmes. Et si vous avez quelque chose qui était capable d'envoyer une onde radiofréquence sur votre cerveau et que vous avez quelque chose qui est capable de la récupérer, cette onde, c'est pas la même si c'est oxygéné ou c'est pas oxygéné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un petit point de l'espace de votre cerveau, donc ça va être un petit volume de données, on va être capable de voir s'il y a eu une consommation d'oxygène qui est la résultante d'une activité cérébrale. Et donc ce que vous allez récupérer, c'est des volumes. Des volumes, ça va être une image, c'est quelque chose qui est XY avec nombre de lignes, nombre de colonnes. Et bien là, vous avez nombre de lignes, nombre de colonnes, et vous avez une variable de profondeur. Donc vous avez une position dans ce volume, qu'on va appeler un voxel. Un voxel, c'est le pixel du volume, ça veut dire volume élément, ou pas, ça veut dire volume element et pas picture element, qui est l'origine du terme pixel. Et on va récupérer comme ça un volume qui est une grille de voxels à peu près toutes les 1 seconde, toutes les 2 secondes. Et donc ce qu'on va avoir finalement, c'est des données qui sont à 4 dimensions. Vous avez les 3 dimensions d'espace, x, y, z, et la dimension temporelle, qui est simplement la série temporelle d'activation d'un voxel au cours du temps. Donc à partir de ces données, on est capable de faire des petites vidéos comme Gaël sait les faire avec beaucoup de talent. Ça, c'est plusieurs minutes d'enregistrement d'IRM fonctionnel fait en volume rendering. Donc en gros, on applique une fonction de transfert sur les voxels.
Et les voxels en jaune sont des voxels qui sont plutôt des niveaux d'amplitude élevés, les voxels en vert sont des voxels qui sont plus bas par rapport à un référentiel. C'était quoi, un match de foot là? Qu'est-ce qu'il fait le cerveau? Il fait rien. Concrètement. Sur la vidéo YouTube, il fait rien, il était pris en. Ah, là, les instructions, c'était de rien faire. C'est au repos, d'accord. En fait, vous verriez pas la différence avec un cerveau actif. Il se trouve que Gaël travaille sur des cerveaux qui font rien. Mais Je peux être cobaye. il met les gens dans la machine, il leur dit vous faites rien surtout. C'est juste. Et en plus vous êtes payé pour rien faire. Mais c'est sérieux en plus. Pas beaucoup. Hein. Ah, c'est ça que tu embauches. C'est ça. Putain, génial. Donc si vous êtes intéressé par venir à Saclay pour 2 heures et passer 1h30 dans le scanner, vous pouvez peut-être gagner 60 ou 80 euros à rien faire. Il y a une journée porte ouverte le 13 octobre. Le 13 octobre. Si vous voulez voir des IRM en vrai, voilà. Bref, donc tout ça, ça nous amène un petit peu, on essaie de raccrocher un peu les wagons par rapport à scikit-learn. Le but du jeu, ça va être quoi? Ça va être d'essayer d'apprendre à partir de ces données qui sortent du scanner. Donc, un exemple typique, si vous allez mettre votre bonhomme dans le scanner, vous allez faire regarder des choses, vous allez faire, on verra des exemples visuels après dans les illustrations. Vous lui faites écouter quelque chose, vous lui demandez de penser à quelque chose, et vous êtes capable, à partir de l'activité d'IRM fonctionnelle, de prédire au-dessus de la chance ce que la personne était en train de voir ou ce qu'elle est en train de penser. Alors, d'où le terme lire dans les pensées. Alors, vous verrez que c'est très loin de l'imaginaire collectif de ce qu'on peut imaginer par lire dans les pensées, mais en fait, on va lire dans l'hémoglobine des oxygénés. Un des contextes, c'est plus dans des problématiques cliniques, c'est est-ce qu'à partir de médical, on est capable de prédire le stade d'une pathologie ou de savoir si simplement la personne souffre de quelque chose. Donc ça, c'est un exemple que vous pouvez trouver sur YouTube. Présenter des images à quelqu'un dans un certain nombre de dizaines de minutes. Vous aurez tous les chiffres après. Et vous lui mettez comme ça, toutes les 12 secondes, vous lui mettez une image différente. Donc vous récupérez en sortie un film de reconstruire l'image que la personne était en train de regarder. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui avaient déjà vu cette vidéo-là. Ils sont dans l'image de gauche. C'est des images qui sont assez simplifiées. Là, c'est des images qui sont à 10 pixels par 10 pixels. Donc on est loin du million de pixels. Hein. Et le but du jeu, ça va être de reconstruire cette image. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée de combien de données et qu'est-ce qu'on processe pour arriver à faire ça, et je vous montrerai un résultat qu'on peut faire en après sur ces mêmes données. Donc ça, c'est à peu près sur un bonhomme, c'est 2 heures dans le scanner. Donc 2 heures sans bouger avec la tête dans l'antenne à regarder des vidéos. Une image qui est présentée toutes les 12 secondes. Alors après, on ne les encode pas en float pour des raisons de taille. Quand on compresse tout ça, finalement, là, sur cette expérience-là, ça fait à peu près 200 mégas de données. 3 mm par 3 mm. Donc ça veut dire que la base de l'élément, ça c'est quelque chose. 3 mm par 3 mm. C'est une limite physique, ça? Hein? C'est une limite physique? Alors, c'est une limite technologique qui diminue chaque année. Et en fait, plus vous imaginez une partie petite du cerveau, plus vous êtes capable de faire des voxels petits. Ce qui est très difficile, c'est de faire tout le cerveau d'un coup avec des très petits voxels. Mais aujourd'hui, on peut faire des voxels très petits. Et puis, je vois Igor. C'est pourquoi est-ce que la reconstruction auparavant est moitié vide. On va dire pourquoi est-ce qu'elle est aussi bonne. Parce que l'information est dans le signal. Pourquoi est-ce que c'est mauvais? Parce que ce que vous avez, c'est 3 mm par 3 mm par 3 mm. Ce que vous voyez, c'est la résultante de quelques dizaines de millions de neurones.
vous n'avez pas accès à, avec des électrodes implantées à 50 milliards de neurones, de façon à avoir un niveau de signal à bruit qui est bruité, qui est flou, au sens où vous avez et les autres faisaient autre chose. La question était différente. Elle était, est-ce que les algorithmes, depuis 2008 je crois, attends, t'anticipes ma slide d'après là. ont changé et est-ce que les résultats sont meilleurs? Alors, du coup je passe à la slide 7. Donc là on passe en 2011, donc ça c'est quelque chose qui a fait pas mal de buzz. Vidéo. C'est-à-dire que là, il scanne avec des... enfin, qui va plus qu'à 0,5 frames par seconde. Et avec des algos meilleurs et plus de données, donc ça c'est ce qu'on va voir maintenant. Cette expérience-là, c'est donc un certain nombre une expérience montée avec un volume de données de contrôle expérimental qui est assez important. C'est à peu près 10 gigas brut. Donc en gros, pour arriver à faire mieux, très concrètement, eux, ils sont plus malins sur un point de vue algorithmique. Et du coup, ils arrivent à faire un truc plus... Et à chaque fois, c'est du supervisé? Les exemples que je vous montre, c'est du supervisé parce que c'est plus simple à expliquer. On travaille sur des problèmes non supervisés sur l'IRMF et notamment Gaël sur des problèmes de repos où typiquement il n'y a pas de tâche. C'est beaucoup des problèmes qui ressemblent à Nuxia, qui sont si on sait ce qu'on met en entrée, on est dans un cadre supervisé, c'est-à-dire qu'on qui vont être l'IA. Mais c'est ce que peut-être avec le X et Y de Gaël. Dans notre cas, notre X, ça va être quoi? Ça va être ça va être notre IRM. Donc on va construire des moulinettes qui vont faire rentrer nos données du scanner dans un tableau NumPy. La façon la plus standard, c'est de prendre juste une variable qui est un voxel. Donc on va prendre notre volume voxel sur toutes les 2 secondes. Supervisé, où on va essayer de prédire un Y. Donc si on est en classification, on va prédire oui, non. Oui, non, ça peut être est-ce que c'est un patient, donc quelqu'un qui est malade ou une personne saine. Est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de regarder un visage ou une maison. Ou tout bêtement, pour une machine, c'est un formalisé pour faire rentrer ça dans X et je prédis Y. Donc ce que je me propose de faire maintenant, c'est vous montrer comme Gaël un petit notebook. Ça c'est sur une expérience de 2001, donc c'est un papier Science. Donc Science, c'est pas un petit journal, c'est le plus grand journal académique que vous pouvez trouver, qui publie des travaux qui ont un impact on va dire à plus grande échelle, quelque part interdisciplinaire, qui marque assez les gens. Et donc ça c'est une étude qui est amusé à présenter des objets. Donc il y a 8 catégories d'objets. Il présente des objets une chaise ou une chaussure. Plus simple que les exemples que je vous ai montrés avant. C'est des données plus petites et c'est pour ça que je vais utiliser ça pour vous illustrer ça avec un petit bout de code. Hop. Donc on fait du Python. Vous avez besoin de 2 choses. Avec les structures de données, SciPy parce que
Vous avez utilisé SciPy qui offre un certain nombre d'algorithmes qui permettent de pré-traiter ces données-là. Un petit bout de code métier qui va lire les données brutes, qui va lire les données qui sortent de l'IRM, et après vous allez importer les briques dont vous avez besoin dans scikit-learn. Donc là on va utiliser un SVM pour faire de la classification. On va faire un peu de réduction de dimension en utilisant avec avec de la cross-validation. Donc là, ce que fait cet algo, c'est qu'il de la neuroimagerie qui est stockée en gzip. Donc on va loader avec Python en utilisant la librairie gzip, qui est une librairie standard de Python. On va pouvoir ouvrir un fichier zip, le loader en mémoire, le décompresser. Donc là, on va récupérer un X. On va voir à peu près quelle est la taille de X après. On va utiliser un masque. Le masque est pour savoir quels sont les voxels. Il se trouve que votre cerveau, c'est pas un cube. C'est une sorte de patate. Il faut juste... Donc, parce que c'est très pratique à stocker de façon régulière sur de la mémoire. Et puis après, là, on est dans un problème supervisé, donc on sait ce qu'on a fait les images qu'on a présentées à notre bonhomme, et on va utiliser ça pour apprendre. Donc on va prendre un bout des données pour essayer de relier l'activité cérébrale fonctionnelle à maison, chaussures, etc. De façon regarder, donc ça c'est du NumPy de base. Donc, X, Y, Z, donc c'est plutôt Z, X, Y. Par coupe. Vous avez 40 coupes de 64 pixels par 64 pixels, ce qui vous fait une grille 3D et 1452 points dans le temps. Donc ce qui est très bien, c'est que Y a aussi 1452. Donc Python. La moyenne au cours du... Donc là, il y a une opération qui est là. Prendre juste, selon la direction Z, la coupe numéro 30. Du coup, ça nous donne une image. On affiche ça comme une image et ça nous permet l'avant de la tête. Donc c'est des... En gros, un humain qui regarde ces données et qui ne voit rien. Okay. Le but du jeu, ça va être pour la... qui est là-dedans. Alors comme dans toutes les applications métiers, avant d'avoir un X et un Y, il y a un peu de cuisine pour essayer de comprendre quel est le problème, quel est le signal pertinent. Donc là, c'est juste un tout petit exemple qui vous montre... On sait qu'on apporte deux signaux. Les trucs qu'on va faire, c'est qu'on va les suivre. Qui n'est pas du tout une fonction de scikit-learn. Et on sait qu'il y a au cours de la session des moments de pause, donc on va supprimer les moments de pause parce que c'est typiquement des moments de bruit qui ne servent pas à prédire égal. Donc avec quelques opérations vectorielles de NumPy, pour l'instant il n'y a pas de scikit-learn, on manipule juste des tableaux 3D. Un X, oups. On va récupérer un X et un Y. Donc on va se retrouver 39 000 voxels. Un problème de classification, on doit prédire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à partir de presque 40 000 variables discriminantes. 40 000 variables. Donc pour ça, on va construire un estimateur un petit peu compliqué avec scikit-learn. On va faire le problème général en apprentissage, c'est qu'apprendre dans des espaces de trait
Donc on va utiliser voxel 1 à 1 et va sélectionner les voxels sur la base de données d'apprentissage. Après, on assemble tout ça avec un pipeline qui va faire, je prends mes données, je sélectionne les bonnes variables, j'apprends mon SVM et après, je vais pouvoir prédire. Et comment est-ce qu'on va faire l'évaluation? Est-ce qu'on est un générateur de cross-validation? C'est quelque chose qui va d'apprendre sur les données qu'on n'a jamais vues, c'est qu'on a réellement appris quelque chose. Si vous avez deux possibilités 0, 1 et qu'il y a autant de 0 et aucun de 1 et votre classifieur il prédit 50%, c'est que finalement aléatoirement 0. Si vous prédisez dans 80% de chances, vous prédisez quelque chose qui est correct, ça permet de répondre à la question. Et donc ça, donc je vous lance pas le code. Vous avez des catégories qui sont équilibrées, donc vous avez autant de chances d'avoir raison si vous prédisez aléatoirement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous sélectionnez une variable, un SVM linéaire, prédit quand même 64%, dans 74% des cas, la bonne réponse. Et chance level? Chance level, c'est 5, 7, 8. Il va prédire en gros de façon uniforme. Il doit se tromper avec un taux de classification qui est de l'ordre en gros 100% moins 12,7. Et si on a le problème qu'on avait fait tout à l'heure, c'est-à-dire une classe qui soit par exemple très représentée. Beaucoup et que vous utilisez quelque chose de naïf et vous à l'intérieur, 5%, 95% de chance de la bonne, et que vous attribuez finalement de la même façon une erreur sur un spam au lieu d'un ham ou un ham au lieu d'un spam, ce qui dans la pratique n'est pas le cas. C'est pour ça qu'il y a d'autres techniques pour équilibrer le fait qui est la classe minoritaire. C'est la différence. Pour ce genre de choses. Ça, c'est juste un exemple de résultat que vous... Ça, c'est un peu moins digeste à vous montrer, donc j'ai préféré une classification sur les objets. C'est un film que vous pouvez produire en Python sur votre machine. 1 minute de calcul. Ça ne fait pas aussi bien que ce qu'ont fait les auteurs japonais experts, machin, mais ça fait 250 lignes. Ouais. Si tu clusterises les images cibles et que tu sais que tu transformes ça en un problème de catégorie, est-ce que tu arrives à 100% ou pas? Bah, il faut... Donc j'en termine. Donc il y a mes si vous voulez me contacter après. Si vous voulez travailler avec moi, ou vous avez des gens qui rêvent de lire dans les pensées des gens, de me contacter. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? D'échanges japonais et ce que tu as mis en place sur... En gros, pour que ça tourne en 3-4 minutes, on hardcode des paramètres, on ne fait pas de sélection. Et faire un dessus.
Et l'autre question, c'est donc ces données ont l'air d'être publiques. Ouais. Est-ce que tu as remarqué un effort par Alors nous on les a parce qu'on les connaît bien, mais elles ne sont pas publiques. On a les données d'avant où ils ont fait des... ça c'est des données publiques. Si vous ne connaissez rien à l'IRMF et vous voulez arriver à faire aussi bien qu'eux, le nœud de votre problème ce ne sera pas de comprendre les algos. En gros, l'idée c'est de comprendre le machine learning. Mais il y a une grosse part d'expertise métier. Ce sera compliqué de les battre, même si vous êtes très malin. J'ai envie de rajouter de mettre quelques mégas de données super compliquées, publiques. C'est... faut mettre quelques gigas. C'est plus difficile de faire. Quel serait un exemple de connaissance métier? Quels sont les artefacts d'acquisition? Le fait comment est-ce je dirais peut-être ce qui est spécifique à ce genre de données-là, c'est que le commun des mortels, quand il les voit, il ne comprend pas ce qu'il y a dedans. C'est le capteur, en fait. Ouais, finalement, c'est des données qui, quand elles sortent de la machine, vous regardez un film d'IRM brut, il n'y a personne qui est capable de vous dire, là, il se passe quelque chose. Quand vous regardez des vidéos... accessibles à quelqu'un qui a l'habitude de connaître ces données, il va dire ah là ça clique ou il y a moyen de finalement d'avoir Est-ce que tu penses en ligne sur le n'auront pas la capacité de faire aussi bien, voire même mieux? dire oui, il y a en partie. Et je dirais qu'il y a de détecter des champs de baleines dans des streams audio. Comprendre nos données. Et il a utilisé Scikit-Learn. Mais il a regardé ces données et avant de les rentrer en X et Y, il a un peu regardé ces données. Mais je dis oui, peut-être. Pour les baleines, non. Ouais. Dans notre cas, vous avez vu en termes de volume de code, apparemment, c'est 80% de où on c'est 20% parce que Scikit-Learn va finalement a fourni des actions au niveau pour que ce soit 20%. Après, derrière, il se passe plein de trucs. Mais effectivement, pour adresser un certain nombre de problèmes, après, le bottleneck est souvent dans le pré-processing. Parce que Scikit-Learn fournit justement les briques de learning facilement. Investir concrètement, enfin monter une manip comme ça, c'est payer quelqu'un pendant 1 an et demi, faire du scanner, enfin en gros c'est 100 000 € pour reproduire l'expérience. Donc au moins. Facile, ouais. Au moins, je suis gentil quoi. Donc en gros aujourd'hui demander à un financeur public
Concrètement, il faut payer quelqu'un de qualifié pendant 2 ans pour remonter la manip, la réanalyser, repartir des données brutes, de leur donner, ça c'est quelqu'un de compétent est capable peut-être de le faire en 2-3 mois de travail. Refaire toute la manip, ça c'est compliqué. Et pourquoi utiliser de créer un classifieur et d'obtenir un résultat? Et la salpêtrière qui était ils analysaient et ils déterminaient est-ce qu'un médicament contre le cancer code, les données en reproduction. J'ai envie de dire c'est pareil. Je pense que la diffusion c'est équivalent, c'est un langage qui est complètement ouvert, qui s'installe partout. Qu'ils utilisent le même code C++, c'est juste qu'il est interfacé directement, avec plus ou moins de talent pour éviter les copies mémoire, et que finalement le code va faire 800 lignes. Ouais, c'est ça. Du code hybrid. Le code ça c'est ça en R. Réunion d'enseignement où on se demandait, et donc on se demandait quel outil on avait utilisé pour l'enseignement. On était tous d'accord. Peut-être que, grosso modo, sur des grosses données pour des raisons techniques, et ça va être un troll et on va pouvoir se battre là-dessus, mais cependant sur des grosses données, si l'algo que tu veux n'est pas implémenté, il est implémenté en vrai. Ah oui, non, mais publié facilement mais ça, tu vois, tu t'installes. T'as ton truc, tu fais une code. S'il y a un downloader de fichiers, le résultat tu le reproduis. Tu vas pas faire de la visu 3D, tu vas faire le genre de trucs qu'on fait là. Il y a des gens qui différence langage spécifique, langage général. Après, aujourd'hui, en Python, il y a un truc qui s'appelle Panda qui a grosso modo reproduit la structure de données de base de R pour que les gens qui viennent du R ne soient pas perdus. Et ça marche très bien. Donc il est possible du coup de télécharger des données, des packages R directement. Récupérer juste les données. Ouais, tu peux les lire. C'est des jeux, et quand tu as des données un petit peu compliquées et des gros volumes, que ce soit du CSV ou les formats. Bah, tu peux faire tu loads de l'HDF5 dans tous les langages, ou tu loads d'autres trucs. Mais les stockages R. J'ai essayé d'utiliser le stockage R sur nos volumes de données. La personne avec qui j'étais, qui était vraiment bon en R, a regardé son ordi charger les données pendant 10 minutes. Okay.
Oui. La limite à une finesse d'image supérieure, c'est quoi? C'est les algos, c'est la capacité technique d'acquisition de la donnée ou c'est le fonctionnement du cerveau? C'est les capacités de l'IRM et des champs et des antennes. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez si on veut des voxels plus petits, qui sont meilleurs, il faut des algos de reconstruction d'image qui sont meilleurs. Et donc il y a du signal, de la physique, du hardware, de l'électronique. Et aujourd'hui, on fait décroître la taille des voxels. Alors c'est pas la loi de Moore, hein, mais aujourd'hui, on fait des voxels en dessous du millimètre sur certaines par protocoles expérimentaux. On est capable de faire de l'IRM sur des cerveaux de souris avec des voxels qui sont ridicules. C'est juste que c'est tout petit et du coup on peut faire des champs plus petits parce que les tubes sont... Et du coup, le fait que le cerveau gère plusieurs tâches en même temps, ça rajoute du bruit sur les images. Ah ouais. Ça c'est une statistique que Gaël répète souvent, c'est que dans le signal qui sort brut, il y a à peu près 5 à 10% de la variance qui est le signal, le reste c'est du bruit. Dans le genre d'application style la voiture qui se conduit toute seule, c'est quoi l'application magique si on enlève tous les problèmes techniques? Lire dans les pensées des autres. Ouais. Bah ouais, Gaël dit comprendre le cerveau, quoi. En gros, essayer de comprendre comment est-ce que l'information est structurée, processée, à quel endroit, à quel moment. Parce qu'il y a aussi prendre des voxels plus petits, mais il y a aussi scanner plus vite. Moi, je travaille aussi sur d'autres choses que l'IRM, qui ont des résolutions temporelles qui sont meilleures. C'est essayer de reverse engineer le cerveau avec de l'imagerie. Après, tu peux prendre le problème dans l'autre sens en entraînant ton cerveau à avoir une certaine action ou à penser d'une certaine manière pour déclencher une action. Ils acquièrent une spécificité. Ouais, il y a dans ce que fait leur cerveau, ils sont capables d'influer dessus. Comment quantifie marcher. Non, parce que je veux dire, aujourd'hui on pourrait dire je classifie à 75%, bah, peut-être que quelqu'un va me dire pour conduire une voiture avec le cerveau, il faut que je sois à une chance sur 1 million de me tromper, parce que voilà, donc ça veut dire quoi marcher? Ça va dépendre de plein de choses, ça dépend quelle est la métrique. Il y a des gens qui se posent des questions de neurosciences, tant qu'ils sont capables de prédire au-dessus de la chance, ça répond à leurs questions. Oui, l'information encode l'information à tel endroit, le cerveau encode l'information à tel endroit, et on est capable de détecter un signal qui sort du bruit. Ça répond à leurs questions, mais avec des performances qui ne sont pas les performances qu'on attendrait d'un truc qui conduit une voiture. Et piloter un ordinateur, j'avais vu une vidéo avec un casque et on voit... Ça, c'est quelque chose qui est fait, ce qu'on appelle les interfaces cerveau-machine ou les DCI. On va utiliser de l'EEG, donc moi je travaille autant sur de l'EEG que sur l'IRMF. Mais là, typiquement, ça fait des trucs assez impressionnants. Aujourd'hui, on n'est quand même pas à 20 bits secondes quoi, en capacité d'information qu'on transmet. Donc ça permet de faire des choses, maintenant, je pense que la route est longue. Je veux dire, je veux pas être pessimiste, mais... si vous regardez un peu ce qui se passe dans la presse et ce que vous entendez sur on a décodé les rêves ou on est capable de contrôler, si vous regardez dans le détail, je pense que oui, mais il y a un peu de marge. Il y a un petit truc en fait qui m'étonne dans ta réponse tout à l'heure. C'est la taille du voxel, l'IRM qui va vite ou pas assez vite, ou un troisième paramètre. La physique du système. Pardon ? La physique du système. Voilà. Je suis assez étonné de t'entendre dire, on est à peu près sûr que c'est la vitesse de l'IRM plutôt que... il me semble en fait que il n'y a pas beaucoup de gens qui s'attaquent au même jeu de données, par exemple 2008, pour être sûr que réellement l'information n'est pas déjà là et que la manière dont on l'a trouvé en 2008 n'a pas changé en 2013
de façon à ce que maintenant on soit sûr Mais qu'en effet, ce n'est pas une question d'échantillonnage, je dirais, mais plutôt une question annexe dont on n'avait pas compris la portée auparavant. Est-ce que tu as une sorte de... Le papier, la première vidéo que je vous ai montrée, vous regardez la quantité de code qui est écrite pour reproduire cette vidéo. Aujourd'hui, avec 5 ans plus tard et des codes qui sont mieux faits, qui sont mieux designés, on reproduit, en gros ce qu'ils ont mis des mois à essayer de produire pour sortir ces images de reconstruction, on est capable de... Quelqu'un qui connaît les données, qui a du code et qui est doué avec un clavier, il est capable de reproduire quelque chose de réaliste, enfin comme ça en 3 jours, quoi. Donc il y a quand même une évolution des librairies, des algos, de façon à ce que des choses qui étaient compliquées il y a quelques années, aujourd'hui sont devenues assez... Enfin, vont vraiment se battre sur les mêmes jeux de données pour essayer d'améliorer. Je pense qu'il y a une question, un des gros problèmes, c'est les ressources de personnes qui sont payées pour travailler sur ces données, elles sont payées pour trouver des trucs nouveaux. Et en gros, republier sur des données existantes, c'est très bien pour vérifier qu'on est capable de reproduire ce qu'ils ont fait, qu'on est aussi bon, qu'il n'y a pas de loup dans leur analyse, etc. Mais ça ne peut pas être une thématique, ça ne justifie pas de mettre des gens à plein temps pour reproduire les résultats de tout le monde. Ce que j'entends de toi, c'est que l'amélioration de la compréhension des signaux qu'on a déjà utilisés n'est pas une porte d'entrée pour écrire un papier. Ça dépend quel papier. Un papier dans Science, non. Cependant, c'est quelque chose qu'on a sur le cadre dans le groupe de recherche quand Alex était dans le même groupe de recherche que moi, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé. On continue à travailler, mais il y a un danger, comme je disais, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'observations et on a un gros danger d'overfit. Et je pense qu'on a publié des papiers où on montrait des améliorations qui n'étaient que des overfits. Voilà. Donc, de prendre un volume de données pas très gros et de passer des mois à trouver un meilleur algorithme dessus, il y a un moment où on finit par apprendre du bruit. C'est-à-dire qu'on prédit mieux, mais... Donc après, il y aura une question intéressante, c'est est-ce qu'on peut financer de quoi acquérir un jeu de données? Très concrètement, là, juste peut-être pour parler d'autres trucs que vous pouvez peut-être voir aussi dans la presse, qui sont le Human Connectome Project, qui est un truc qui est financé par le NIH américain, c'est l'équivalent de l'INSERM, et qui met à peu près tous les 2-3 mois 2 Tera de données en public à télécharger. Différents labos puissent s'attaquer au même problème sur des gens entre guillemets en concurrence et voir un peu ce qui sort. Et c'est en train de se passer en Europe avec un projet qui s'appelle le HBP, qui est Human Brain Project. Lausanne, non? Ouais, en gros, la tête d'affiche de ce projet est effectivement à l'EPFL à Lausanne. Maintenant, c'est, je sais pas, il y a 80 partenaires à travers l'Europe pour l'instant, il y en aura plus. Donc c'est quand même un gros effort européen pour essayer de coordonner, de minimiser les frottements entre des gens qui essayent de travailler sur le cerveau avec des techniques un peu différentes et des outils un peu différents. Dont chez nous. Hein. On est un centre référent et on va acquérir les données pour le Human Brain Project. Ouais. Peut-être une dernière question et puis... Ouais, vas-y. Du coup, ça veut dire que pour 2 individus à un même stimuli, on obtient la même réponse parce que 2 personnes peuvent avoir par exemple un fonctionnement de cerveau suffisamment différent pour qu'on obtienne des résultats. C'est une très bonne réponse. En gros, qu'est-ce qui se passe si j'apprends sur un bonhomme et j'essaie de prédire avec un autre? C'est comme si ça me fait penser à la question de tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe si j'apprends les données allemandes et j'essaie de prédire les données françaises? Ça va marcher, mais ça marchera toujours moins bien que si vous mettez les données allemandes en entrée. C'est qu'il y a en fait des chiffres de distribution d'apprentissage et donc nous on a travaillé aussi un peu sur ce genre de problématique. Donc je prends 50 sujets ou je prends 20 sujets, est-ce que je suis capable de prédire ce que le 21e faisait? Finalement on adresse des questions, mais c'est des problèmes qui se ressemblent. Mais typiquement les performances à travers les individus sont nettement moins bonnes que ce qu'on est capable de faire sur un individu en prenant toutes les données d'un même bonhomme. Je serais curieux aussi de voir sur la même personne, à 2 instants différents, sachant qu'entre-temps, elle a peut-être eu un traumatisme crânien, un accident de voiture ou quelque chose, et des évolutions naturelles, on va dire.
et qui peuvent faire qu'elle a... Bah, on essaie, ça s'appelle de faire du suivi longitudinal, on essaie de regarder comment le cerveau va se... mais c'est plus des gens qui ont des AVC, ou des, en gros on fait de l'IRM fonctionnel sur des gens qui ont fait de l'AVC, donc juste après leur AVC, 2 semaines après, 3 semaines après, 2 mois après, et on regarde comment les activations cérébrales se réorganisent ou apparaissent après l'accident. Vous êtes capable de voir si les gens sont cliniquement morts? Cliniquement mort, ça se voit assez facilement. Enfin, pour une certaine définition de cliniquement mort, mais celle qui est d'habitude acceptée, ça se voit assez facilement parce que le cerveau, il consomme essentiellement plus d'énergie. Ce qui est difficile, c'est de distinguer ce qu'on va appeler un état végétatif d'un état minimalement conscient. Le végétatif, zéro conscience, un état de conscience qui fluctue et il a des chances de, on va dire, sortie de coma. Et ça, c'est une question tout à fait d'actualité sur laquelle il y a des gens qui travaillent, y compris dans notre institut de recherche. Donc vous arrivez, enfin, d'après ce que tu sais, est-ce qu'ils arrivent c'est pas avoir le... C'est en gros, est-ce qu'on est capable... Typiquement, est-ce que si on demande à quelqu'un de faire une tâche où il y a, par exemple, il doit apprendre une règle, ce qui est un signe de conscience, si on est capable de voir que dans les signaux cérébraux émis, il reste les traces de l'apprentissage de cette règle, on va être capable de dire le bonhomme est conscient. Si le bonhomme réagit toujours avec un mouvement réflexe et n'a pas d'activité cérébrale qui traduit le fait qu'il y a une règle d'apprentissage, moi je suis donc sur un papier récent avec justement l'équipe de Stan Dehaene qui est au CEA à Saclay, qui travaille beaucoup sur la conscience. Il y a une étude récente à laquelle j'ai contribué où sur des patients de la salpêtrière, sur quelques centaines de patients, on utilise de l'EEG et de la magnétoencéphalographie pour essayer de quantifier les états de conscience avec de l'apprentissage. On arrive à le faire. C'est quoi le... oui ou non, ça va dépendre des états. Ça dépend, c'est pas du. Si t'en arrêtes là, pas trop dépasser dans le temps. Qu'est-ce qu'il en est des données en sortie, et notamment l'expérience qu'on a vue sur ce qu'on veut classifier, notamment pour la vidéo de 2011, où là il y a des couleurs, ça peut être, on peut imaginer structurer, ce qu'on veut sortir, faire des choses. Je veux dire, je te vois venir, est-ce que finalement on peut essayer de mettre une métrique perceptuelle sur la vidéo, essayer d'apprendre à prédire quelque chose qui est le plus joli possible pour un œil humain? Est-ce que bêtement on classifie des pixels en couleur sur une image, ou il y a autre chose derrière? Alors c'est typiquement une output structurée, c'est que tu ne vas pas prédire les voxels un à un et tu ne vas pas prédire... En gros, tu sais que la sortie elle a une structure, donc tu vas utiliser des choses plus malins que de prédire juste chaque pixel indépendamment. C'est presque ce qui est fait dans les trucs avec les pixels 10 par 10, et par contre c'est très loin de ce qui est fait sur les vidéos. Il pondère les frames YouTube qui recombine pour faire une image. Donc il y a une structure dans le dictionnaire de frames entre guillemets que tu utilises pour reconstruire une image. Ouais. Bon, on va s'arrêter là. Je vois que les sujets vous passionnent.